Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un peu particulière parce que ça fait un an depuis les attentats du 7 octobre en Israël et je pense que c'est l'heure de dresser un petit bilan. Qu'a fait Israël? Pour quelles raisons? Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Est-ce que le pays est plus en sécurité maintenant? La vidéo sera divisée en trois parties. La première partie sera sur Gaza, la deuxième partie sera sur le Hezbollah au Liban et la dernière partie sera sur l'Iran. Donc tout d'abord, sur Gaza, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qui s'est passé pendant un an et quel est le résultat aujourd'hui? Pendant un an, la bande de Gaza a été absolument ravagée par Tsahal, par l'armée israélienne, qui a littéralement déchaîné toute la violence possible. On parle d'environ 42-43 000 morts à l'heure actuelle, ce qui inclut les combattants du Hamas et les victimes civiles, c'est juste les morts totales. On est bien d'accord que ce sont les morts qui sont comptabilisées, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y en a énormément qui n'ont pas été comptabilisés parce que c'est pas possible. Ils sont dans les bâtiments qui se sont effondrés, ils ont été enterrés, ils ont été pulvérisés, enfin on sait pas. C'est comme ça dans chaque conflit, ça pour le coup c'est quelque chose de régulier, c'est-à-dire qu'il y a forcément des corps qu'on ne peut pas comptabiliser. Ça nous donne une moyenne de plus de 3400 morts par mois, c'est énorme, surtout dans une enclave aussi petite que la bande de Gaza. Et dans toutes ces victimes, il faut voir de quoi elles sont mortes. Est-ce qu'elles sont mortes des violences de la guerre directement ou d'autres choses? Par violence de la guerre, j'entends les bombardements, les tirs, les frappes stratégiques, ce genre de choses. Mais on sait que dans les conflits, il y a souvent beaucoup plus de personnes qui meurent des conséquences du conflit plutôt que du conflit en lui-même. C'est-à-dire que c'est pas forcément les bombardements qui vont tuer le plus de gens, mais c'est le manque de nourriture, le manque d'eau potable, le manque d'accès aux soins. C'est ce genre de choses qui va toucher les personnes les plus fragilisées, les populations les plus sensibles, et c'est ce qui va tuer énormément de monde. On l'a vu notamment dans la guerre en Irak de 2003, avec potentiellement des centaines de milliers de personnes qui sont mortes comme ça des conséquences de la guerre. Donc le bilan humain à Gaza en un an, il est absolument cataclysmique. On sait qu'il y a eu beaucoup de combattants du Hamas qui ont été tués, mais que pour un combattant du Hamas, il y a eu peut-être plusieurs victimes civiles qui ont été tuées, donc c'est un massacre. On parle de plus de 10 000 enfants morts. J'aimerais bien qu'on s'attarde un peu sur ce chiffre, parce que c'est quand même extrêmement grave, je trouve. On en parle comme ça, mais imaginez 3 enfants morts autour de vous, ça vous marquerait. Imaginez 10 000. 10 000, c'est titanesque. Et 10 000 en un an, une année, 10 000 enfants morts. Et je dis 10 000, mais il me semble que le chiffre est plus proche de 11 000, 12 000, quelque chose comme ça. J'ai pas le chiffre exact. Donc c'est une année qui était marquée par une violence libérée, déchaînée d'Israël sur la bande de Gaza. Une violence qui s'est déroulée à huis clos, puisque les journalistes étrangers et même locaux n'étaient pas autorisés à se rendre sur la zone par l'armée israélienne. Journalists are not being allowed permission to enter the Gaza Strip, and amid this growing humanitarian crisis, it is critical for the world to receive clear and accurate information. Ceux qui étaient autorisés, ils étaient forcés de montrer ce que l'armée israélienne voulait bien leur montrer. Donc c'était des images extrêmement contrôlées, ce qui a ajouté beaucoup de frustration pour les correspondants internationaux. Cette violence, elle s'est déroulée partout. Déjà, on a vu au début des zones entières qui ont dû être évacuées. On leur donnait 24 heures pour être évacuées, sauf que la réalité, c'est que dans une enclave avec une enclave urbaine aussi densément peuplée, vous ne pouvez pas forcément évacuer en 24 heures, c'est pas assez. Moi, je peux le faire parce que j'ai la trentaine, que je suis en bonne forme, voilà, mais imaginez toutes les personnes qui sont malades, les enfants en très bas âge, les personnes âgées. Est-ce que vous avez votre grand-mère ou votre grand-père, est-ce que vous allez les abandonner pour pouvoir fuir directement? Qu'est-ce qu'on fait des gens qui veulent rester, qui préfèrent rester parce qu'ils considèrent que voilà, ils veulent pas fuir? Et dans ces évacuations, on a vu beaucoup d'évacuations et des gens être frappés durant les évacuations, notamment des civils, notamment des enfants, être tués alors même qu'ils étaient en train de fuir les zones, alors même que les 24 heures n'étaient pas encore écoulées. Parmi les cibles qui ont été frappées par l'armée israélienne, on a des camps de réfugiés, des écoles, des hôpitaux. Tout ceci a fait évidemment énormément de victimes civiles, c'est logique. Pourquoi frapper ces infrastructures qui sont forcément majoritairement peuplées de civils? C'est tout simplement parce que le Hamas se cache à l'intérieur, il se cache à l'intérieur des hôpitaux, des écoles. Ils font exprès de se cacher au milieu de la population civile. Et le problème, c'est que Israël n'hésite pas du tout à les frapper, même en plein cœur des civils. Et quel est le résultat de tout ça par rapport au Hamas? Eh bien, le Hamas est certes très affaibli, mais il est toujours vivant. On peut même s'attendre à ce qu'il ait gagné de nombreuses recrues.
Parce que toute cette violence sur Gaza, évidemment, ça va créer beaucoup de haine au sein de la population palestinienne, et forcément, certains vont vouloir se venger. On peut également regarder au niveau des otages du Hamas. Le Hamas avait capturé environ 250 personnes. Après un an, on en est où? Certains ont été libérés. On pense qu'il y en a environ une centaine qui sont toujours prisonniers, qui n'ont pas été libérés. Et surtout, il y en a beaucoup qui ont été tués. Tués par des frappes israéliennes, par des soldats israéliens alors même qu'ils se rendaient. Et surtout, tués et exécutés par le Hamas, qui n'a jamais cessé ses pratiques barbares. Le réseau souterrain du Hamas a été largement nettoyé, détruit et occupé par l'armée israélienne, détruit notamment grâce aux bombes, les bunker busters qu'on a vus, c'est-à-dire ce sont des frappes qui vont permettre de détruire tout ce qui est souterrain. Donc après un an, le Hamas n'est pas mort, tous les otages ne sont pas libérés, mais par contre on est sur un bilan humain qui est absolument terrible, catastrophique, jamais vu. Maintenant dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'il y en est du Hezbollah, le deuxième ennemi israélien dans la région? Déjà le Hezbollah, pendant toute l'année, ils se sont contentés d'envoyer beaucoup de roquettes sur le nord d'Israël et sur Tel Aviv. Ces tirs de barrage ont fait des victimes, beaucoup de roquettes ont été interceptées par le dôme de fer israélien, ce qui coûte d'ailleurs très cher à l'État israélien. Mais il y a eu des victimes civiles, et il n'y a pas si longtemps que ça, on se souvient de la roquette qui est tombée sur un terrain de foot et qui a tué plus d'une dizaine d'enfants et d'adolescents qui s'amusaient. Ce fameux tir a provoqué beaucoup de haine au sein de l'état-major israélien qui a voulu se venger, qui a voulu frapper un grand coup contre le Hezbollah et contre le Liban. Et là on arrive dans la phase où le Hezbollah s'est fait tabasser, littéralement tabasser. Il y a d'abord eu l'affaire des beepers, plus de 3000 combattants du Hezbollah, ou combattants en tout cas personnes affiliées au Hezbollah, ont été blessés, certaines ont été tuées par l'affaire des beepers, ces beepers qui ont été piégés à leur conception par Israël et qui ont explosé dans la poche ou à la main des combattants du Hezbollah. Ensuite, après les beepers, ça a été les talkie-walkie qui ont eux aussi explosé. Donc là, on était déjà sur une sacrée domination des Israéliens dans ce conflit du Hezbollah, parce qu'on les voyait frapper le Hezbollah en plein cœur, alors qu'ils n'avaient même pas besoin de bouger, alors qu'ils étaient toujours en Israël, qu'ils n'avaient pas encore commencé à frapper. Donc déjà, là, on se rend compte qu'il y a du niveau, surtout au niveau du renseignement israélien. Et ensuite, l'escalade de la violence d'Israël sur les leaders du Hezbollah, qui ont tous été tués un à un dans des frappes, jusqu'à ce que Hassan Nasrallah, le plus grand leader du Hezbollah, se fasse tuer alors qu'il était dans un bunker souterrain le plus fortifié à plus de 30 mètres sous terre. C'est dire la puissance de l'armée israélienne. Nasrallah tué, il lui a fallu un successeur, Hachem Safieddine, son cousin, qui s'est fait taper aussi. On ne sait pas encore s'il a survécu, mais en tout cas il a disparu, ça c'est sûr, on n'en entend plus parler. Et là, dans le Hezbollah, il règne un sentiment, je pense, de peur, parce que qui va prendre la tête du mouvement? Qui va prendre le risque de prendre la tête de ce mouvement? Parce qu'à tout moment, celui qui voudra le prendre, il va mourir dans la semaine. Donc au niveau du Hezbollah, l'organisation a été très affaiblie, mais elle n'est pas morte, et surtout, elle continue à se battre contre Israël. Maintenant, si on regarde par rapport au Liban, là c'est beaucoup plus compliqué, parce que Beyrouth est frappée jour et nuit, des rues entières, des quartiers entiers sont détruits par l'aviation israélienne. Il y a un certain nombre de dépôts de munitions souterrains du Hezbollah qui ont été détruits également dans ces frappes. Donc on peut bien se rendre compte que ce ne sont pas des frappes qui visent juste les civils, qui visent directement les civils, c'est qu'il y a des objectifs militaires bien identifiés, mais qui engendrent des dommages collatéraux, qui engendrent des victimes civiles dans les frappes. Le bilan civil n'est pas certain encore, c'est très flou, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même de nombreux civils qui ont été tués, dont j'ai vu passer un chiffre de plus de 126 enfants, donc c'est quand même à prendre en compte. Beyrouth presque assiégée, comme la bande de Gaza, on n'y est pas encore, mais on risque d'y arriver. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut voir dans ces dernières semaines? C'est l'offensive terrestre qu'a commencé l'armée israélienne dans le sud Liban. L'idée étant probablement de créer une zone tampon pour empêcher le Hezbollah de continuer à tirer ses roquettes et pour du coup rapporter de la sécurité aux gens qui avaient déjà dû évacuer le nord d'Israël et pouvoir faire revenir ces populations civiles. Cette offensive elle est très compliquée pour l'armée israélienne qui doit progresser dans un territoire piégeux, insidieux. Il y a d'ailleurs des tunnels qui ont été découverts. Ça, j'en ai parlé sur LCI, mais ces tunnels, ils servent à plusieurs choses. Il y a des centres de commandement. Ils permettent aux soldats
de se déplacer sans être touché par les frappes israéliennes. Les tunnels permettent également de stocker des armes et puis surtout de créer des attaques surprises et des embuscades sur l'armée israélienne quand elle passe à proximité. Jusqu'ici, il y aurait plusieurs centaines de combattants du Hezbollah qui auraient été tués dans cette offensive terrestre israélienne, mais il y aurait également un bilan humain du côté israélien avec plusieurs soldats tués. Donc il y a des pertes des deux côtés. La question qu'on peut se poser sur la question du Hezbollah et du Liban, c'est jusqu'où va aller Israël, jusqu'où va aller le Hezbollah, et quand est-ce que ça va se terminer, et qu'est-ce qui restera après. Et là, je fais une petite parenthèse dans le plan pour mentionner la Syrie qui a été frappée à plusieurs reprises également par Israël en un an. Faut savoir que la frontière entre la Syrie et le Liban est extrêmement poreuse, et c'est justement là que l'Iran va en profiter pour envoyer beaucoup de munitions au Hezbollah, beaucoup de matériel, beaucoup d'armes. Et c'est une zone un peu de non-droit que Israël cible de plus en plus, et a raison. On peut d'ailleurs mentionner la base aérienne russe de Khmeimim, qui a été visée par Israël parce qu'il y avait justement des munitions destinées au Hezbollah qui auraient été entreposées, qui seraient en voie d'acheminement sur cette base. La Russie n'a pas réagi, évidemment, parce que la Russie, quand elle est face à quelqu'un qui est prêt à frapper fort, il préfère ne rien dire. Ensuite, deuxième point, qu'en est-il de l'Iran après un an de conflit au Moyen-Orient? L'Iran est bien embêté parce qu'ils ont leurs deux proxys qui ont été considérablement affaiblis. Le Hamas, déjà, avec la bande de Gaza, on en a parlé tout à l'heure, et notamment le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, qui a été tué directement à Téhéran, la capitale iranienne. Là-dessus, l'Iran avait dit qu'ils allaient se venger, on n'a toujours pas vu la riposte, donc ça a été vécu comme une humiliation pour l'Iran. Cette humiliation, évidemment, elle crée de la frustration, mais ensuite on a eu le Hezbollah, on vient de le voir aussi, qui a été lourdement frappé et décapité par l'armée israélienne. L'Iran ayant financé le Hezbollah à hauteur de millions, voire même milliards en matériel, on peut se rendre compte que voir le Hezbollah se faire ainsi tabasser en 3 semaines, ça a dû les embêter. Donc ça a été vécu comme une nouvelle humiliation par l'Iran. L'Iran a donc décidé de réagir et a envoyé 200 missiles balistiques sur Israël dans une attaque d'une ampleur inédite. Une attaque d'une ampleur inédite, mais avec un résultat un peu honteux, parce qu'il n'y a eu qu'un seul mort, et c'était un civil palestinien qui s'est pris un booster sur la tête, le pauvre, il n'avait rien demandé lui. Les cibles étaient des infrastructures militaires d'Israël, notamment la fameuse base où ils ont tout leur F-35, et apparemment il y aurait eu très peu de dommages sur les cibles. Donc au final, une attaque de grande ampleur qui a eu très peu de résultats. Et en plus, donc c'est déjà considéré comme un nouvel échec, mais en plus, ça va apporter une nouvelle riposte israélienne qui a promis de se venger de cette attaque. Donc comme d'habitude dans la région, il y en a un qui va faire une attaque, l'autre va répondre, l'autre va jurer de répondre à cette attaque, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, les États-Unis viennent et disent « Stop, vous êtes à peu près égalité ». Mais là, on peut s'attendre à ce qu'Israël riposte dans les jours à venir, peut-être cette nuit, j'enregistre la vidéo dimanche soir. Et au final, entre Iran et Israël, on est très proche d'une guerre ouverte. Et la tension est à son paroxysme. Donc en conclusion, après un an de guerre pour Israël, au premier anniversaire du 7 octobre, ils en sont où? Et bah déjà, Gaza est un massacre, avec un bilan humain absolument terrible. Le Liban est en pleine invasion, on ne voit pas encore le résultat de cette opération, on le verra dans les mois à venir. Et puis ils sont au bord du gouffre d'une guerre ouverte avec l'Iran. Le plus important à mentionner, je pense, c'est surtout que les otages n'ont pas été tous libérés, parce que la politique de Netanyahou, c'était « vous nous avez frappé fort, vous avez en plus pris les nôtres en otage, on va venir les libérer et on va tous vous tuer au passage ». Bah, la réalité, c'est qu'après un an, il y en a encore qui sont prisonniers, et il y en a surtout un certain nombre qui ont été tués. Donc est-ce que la politique de Netanyahou d'un déchaînement de violence est la bonne? Personnellement, je ne suis pas sûr. Est-ce que le problème terroriste est réglé en Israël? Eh bien, absolument pas. On a vu notamment, rien que cette semaine, la semaine de l'anniversaire du 7 octobre, on a vu 2 attentats en Israël. Donc la violence n'est pas terminée, les attentats vont continuer à apparaître. Et c'est là qu'on peut voir qu'en fait, Benjamin Netanyahou, il n'avait pas vraiment de but politique dans ce déchaînement de violence. Il était évidemment extrêmement affaibli politiquement au lendemain du 7 octobre, parce qu'il n'avait pas pu empêcher cette attaque. Donc il a voulu libérer la violence et il est allé dans une fuite en avant pour se venger en allant toujours plus loin.
Et le fait que les otages n'aient pas été tous libérés et que Israël continue à se prendre des missiles balistiques et qu'il y ait toujours des attentats en plein cœur du pays, c'est bien la preuve que la vengeance est vide de sens. La vengeance est vide de sens parce que peu importe le niveau de violence que vous pouvez donner, à partir du moment où c'est une violence aveugle, ça ne résout pas du tout le problème. Aujourd'hui, la question de la violence et du terrorisme en Israël, elle a fait plus qu'augmenter et elle n'a pas du tout été éteinte. Donc le bilan en un an, je trouve qu'il est très mauvais pour Benjamin Netanyahou. Je trouve qu'il est très mauvais pour tout le monde, que ce soit pour les Israéliens qui doivent dormir dans les bunkers pour s'abriter des tirs de missiles, mais également pour les Palestiniens qui se sont fait massacrer, également pour les Libanais qui se font massacrer, et pour l'Iran qui se fait humilier. Donc je pense qu'on peut surtout espérer en fait qu'Israël et Netanyahou reviennent un peu à la raison et lancent un processus de désescalade des tensions, parce que clairement, ça n'apporte rien de bon dans la situation actuelle de toujours mettre plus de violence, de toujours vouloir frapper ses ennemis encore plus. Et ça, malgré que les États-Unis et l'Union européenne essayent de le ralentir à chaque fois. Et d'ailleurs là-dessus, il faudra suivre de près l'élection américaine qui arrive dans un mois, parce que si c'est Donald Trump qui arrive à la Maison-Blanche, ça risquera de jouer en faveur de Netanyahou et risquera d'avoir une carte blanche qui durera encore plus longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vidéo difficile à tourner parce que, évidemment, avec tout ce qui se passe, c'est quand même quelque chose qui est très difficile à vivre. Peu importe de quel camp on se place, je pense que l'horreur est de tous les côtés. Comme a dit Restitutor Orientis sur Twitter, dans cette région du globe, il y a très peu de personnes qui n'ont pas de sang sur les mains. Quand je parle des personnes, je parle évidemment des organisations, que ce soit Israël, le Hamas, Hezbollah, Iran, enfin, c'est tellement pourri jusqu'à l'os de tous les côtés qu'au final, c'est juste une catastrophe et ceux qui payent le prix fort, ce sont les civils à chaque fois. Peu importe qui est derrière le fusil. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, je les lirai. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça me soutient et ça m'encourage à poster plus de vidéos. Et avant de terminer cette vidéo, j'aimerais qu'on ait une pensée déjà pour les otages israéliens qui vivent un calvaire depuis un an, dans la peur, dans des conditions terribles. On peut que espérer qu'ils soient libérés rapidement et dans des bonnes conditions, mais également une pensée pour toutes les victimes de cette guerre, qu'ils soient en Palestine ou au Liban. Je vous souhaite une bonne journée, ciao.